Il y a un mot que les Français utilisent de plus en plus souvent pour parler de leur ville. Un mot qui aurait semblé excessif, dramatique, presque indécent il y a encore 10 ans. Un mot que l'on réservait aux zones de guerre, aux bidonvilles, aux territoires du tiers-monde que les reportages télévisés montraient de loin avec une condescendance confortable. Ce mot, aujourd'hui, des centaines de milliers de Français l'utilisent pour parler de la rue où ils vivent, du quartier où ils font leurs courses, de la ville où ils ont grandi et qu'ils ne reconnaissent plus. Ce mot, c'est invivable. Invivable, pas inconfortable, pas décevant, pas moins bien qu'avant. Invivable. Le mot de ceux qui ont passé le seuil au-delà duquel la vie quotidienne n'est plus seulement difficile, mais épuisante, anxiogène, dégradante, incompatible avec ce qu'un être humain est en droit d'attendre de l'endroit où il choisit de construire sa vie. Et ce mot, en 2026, n'appartient plus seulement au vocabulaire des classes populaires des grandes banlieues, il s'est diffusé dans des villes moyennes, dans des centres historiques, dans des quartiers résidentiels qui n'auraient jamais imaginé un jour mériter cette qualification. Qu'est-ce qui rend une ville invivable en 2026? Pas une seule chose, jamais une seule chose. C'est toujours une accumulation. Une accumulation de dégradations qui s'additionnent, de seuils qui sont franchis les uns après les autres, de petites capitulations quotidiennes qui finissent par former un tableau d'ensemble que l'on ne peut plus regarder en face sans admettre que quelque chose s'est profondément cassé. L'insécurité qui progresse, les loyers qui explosent, les commerces de proximité qui ferment, les services publics qui reculent, les transports qui se dégradent. La saleté qui s'installe, le bruit qui ne cesse jamais. Et par-dessus tout, ce sentiment d'abandon, de relégation, d'invisibilité face à des institutions qui semblent avoir renoncé à répondre aux besoins les plus élémentaires de leurs administrés. Dans cette vidéo, on va nommer 10 villes françaises qui sont devenues invivables pour une partie significative de leurs habitants en 2026. Pas des villes de guerre, pas des dystopies des fictionnels, des villes réelles, des villes françaises, des villes avec leurs histoires, leurs monuments, leurs habitants qui les aiment encore malgré tout et qui souffrent précisément parce qu'ils les aiment. 10 villes, 10 réalités, et derrière chacune, la même question qui attend toujours une réponse sérieuse. Jusqu'où faut-il laisser se dégrader la vie dans une ville avant que quelqu'un, quelque part, décide que c'est assez? En 10e position, une ville du nord de la France que sa longue histoire industrielle a laissé exsangue et dont les habitants vivent aujourd'hui dans un environnement dégradé à un niveau que peu de villes françaises de cette taille peuvent égaler. Direction Roubaix. Roubaix est une ville qui se bat. Il faut commencer par là, parce que Roubaix n'est pas une ville qui a abandonné, pas une ville dont les habitants ont baissé les bras, pas une ville sans énergie ni volonté. Il y a à Roubaix des initiatives remarquables, des associations qui font un travail extraordinaire, des habitants qui aiment leur ville avec une fierté et un attachement qui forcent le respect. Tout cela est vrai, et rien de tout cela n'efface ce que les chiffres et les témoignages disent de la réalité quotidienne dans cette ville en 2026. Roubaix est l'une des villes les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté qui dépasse les 40% dans certains quartiers, un taux de chômage structurellement élevé et une concentration de difficultés sociales qui crée un environnement où les services publics sont submergés et où les réponses institutionnelles arrivent toujours trop tard et en quantité insuffisante. Le logement y est dans un état de dégradation que les campagnes de rénovation urbaine successives n'ont pas réussi à résoudre. Des immeubles dont les parties communes sont délabrées, des façades qui s'effritent, des équipements collectifs en panne chronique. L'insécurité y est une réalité quotidienne que les statistiques officielles ne restituent qu'imparfaitement. Des habitants qui décrivent des rues qu'ils évitent, des horaires qu'ils respectent, non pas par choix, mais par nécessité. Des enfants dont ils surveillent les trajets avec une anxiété que les parents des villes tranquilles ne peuvent pas imaginer. Les commerces de proximité ont massivement disparu du centre-ville roubaisien, remplacés par des locaux vides, des enseignes de téléphonie bas de gamme et des épiceries de nuit, dans un paysage commercial qui dit tout de l'appauvrissement du tissu économique local. La desserte en transport en commun, malgré la proximité de l'île et les investissements du réseau métropolitain, reste insuffisante pour les habitants des quartiers les plus enclavés. Et la question médicale, les déserts de médecins généralistes dans certaines zones de Roubaix, est une bombe à retardement pour une population vieillissante et souvent fragilisée par des années de travail dans des conditions difficiles. Roubaix mérite mieux que ce qu'elle est devenue, et ses habitants qui n'ont pas choisi leur situation méritent une réponse nationale à la hauteur de l'ampleur du problème. En 9e position, une ville de la région parisienne dont le nom est devenu synonyme d'un certain type de dégradation urbaine et où les habitants qui n'ont pas les moyens de partir vivent une réalité que le reste de la France préfère ignorer. Voici Argenteuil.
Argenteuil aurait pu être une belle ville. Elle l'a été, d'une certaine façon. Une ville bourgeoise du Val d'Oise que les impressionnistes ont immortalisée dans leurs toiles, une ville de bord de Seine et de canotage dominical. Une ville qui avait une identité, un caractère, une histoire. Cette ville-là existe encore dans les tableaux de Monet et dans les cartes postales anciennes. Dans la réalité de 2026, Argenteuil est devenu quelque chose d'entièrement différent. Une ville de 100 000 habitants où se concentrent des difficultés sociales, économiques et sécuritaires qui en font l'un des environnements les plus difficiles de toute la région parisienne pour ses habitants ordinaires. L'insécurité à Argenteuil est documentée, récurrente, et d'une intensité qui dépasse largement ce que la moyenne des villes françaises de cette taille connaît. Des violences urbaines qui se reproduisent avec une régularité inquiétante. Des trafics de drogue qui ont structuré une économie parallèle dans certains quartiers au point de rendre l'intervention des services de l'État difficile et risquée. Des agressions dans les transports en commun, le RER-C et les bus qui ont conduit des milliers d'habitants à modifier leurs habitudes de déplacement pour éviter les situations à risque. Le marché immobilier argenteuillet présente une particularité cruelle. Les prix y sont suffisamment élevés pour que les ménages modestes ne puissent pas accéder à la propriété, mais suffisamment bas par rapport au reste de la région parisienne pour que seuls les ménages qui n'ont pas d'autre choix s'y installent, créant un effet de sélection par défaut qui concentre les difficultés sociales sans jamais les résoudre. Les services publics y sont sous tension permanente, des écoles surchargées, des structures médicales débordées, des services sociaux qui n'ont pas les moyens de répondre à l'ampleur des besoins. Et les habitants qui décrivent leur ville le font souvent avec un mélange de résignation et de colère. La résignation de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas partir, et la colère de ceux qui savent que leur situation n'est pas une fatalité, mais le résultat d'abandons successifs que personne n'assume. En 5e position, une ville du littoral méditerranéen que son attractivité touristique a progressivement transformée en territoire à 2 vitesses et dont les habitants permanents, ceux qui n'ont pas les revenus des touristes, vivent dans un environnement qui combine tous les défauts des villes trop chères et trop denses, sans aucun de leurs avantages. Voici Toulon. Toulon est une ville qui illustre parfaitement ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du cadre de vie méditerranéen. Cette façon qu'ont les villes du littoral sud de combiner un environnement naturel exceptionnel avec une qualité de vie urbaine souvent décevante, voire franchement dégradée. Le soleil est là, la mer est là, les collines, les calanques, la lumière du Var, tout cela est là. Et pourtant, des milliers de Toulonnais décrivent leur ville comme difficile à habiter. Difficile pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la géographie, mais tout à voir avec les choix humains et politiques qui ont façonné la ville au fil des décennies. L'insécurité à Toulon a connu une dégradation significative dans certains quartiers, une dégradation qui touche en particulier le centre-ville, dont la désertification commerciale progressive a laissé la place à un tissu économique informel et à une présence dans l'espace public de groupes dont les activités ne sont pas toujours compatibles avec la tranquillité des habitants ordinaires. Les agressions dans certaines rues du centre de Toulon sont documentées et récurrentes, des habitants qui décrivent des trajets à pied devenus impraticables à certaines heures, des commerces qui baissent leurs rideaux plutôt qu'ils ne le souhaiteraient, une atmosphère générale de tension dans des espaces publics qui devraient être des lieux de vie partagés. Le coût du logement à Toulon a progressé de façon significative ces dernières années sous l'effet de la pression touristique et de l'attractivité résidentielle de la région PACA. Une progression qui a rendu la ville moins accessible pour ses habitants modestes, sans améliorer la qualité des services et des infrastructures dont ils dépendent. Toulon est une ville qui pourrait être magnifique, et qui déçoit ses habitants ordinaires avec une régularité qui finit par ressembler à une habitude. En 7e position, une ville de l'Est de la France, dont la situation sécuritaire et sociale a atteint un niveau de gravité que les rapports officiels eux-mêmes ne parviennent plus à minimiser, et où des quartiers entiers sont devenus des territoires que les services publics ne contrôlent plus vraiment. Voici Strasbourg. Strasbourg est une ville paradoxe, capitale européenne, siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, ville aux allures de carte postale alsacienne avec ses maisons à colombages, son marché de Noël mondialement connu, sa cathédrale gothique qui domine les toits depuis des siècles, Strasbourg projette vers l'extérieur une image de ville exemplaire, de cité européenne modèle, de ville où la civilisation européenne a trouvé l'un de ses points d'ancrage les plus symboliques. Cette image est réelle, et elle coexiste avec une autre réalité, moins photogénique, que les habitants des quartiers ouest et sud de la ville connaissent dans leur quotidien. Le Neuhof, le Cronenbourg, la Méno,
Haute-Pierre, ces quartiers strasbourgeois ont été le théâtre ces dernières années d'une aggravation des violences urbaines, des trafics de stupéfiants et des affrontements entre bandes rivales qui a conduit des habitants ordinaires à modifier profondément leur façon de vivre dans leur propre ville. Des familles qui ne laissent plus leurs enfants sortir seuls après l'école. Des personnes âgées qui ont cessé d'utiliser les transports en commun après des expériences traumatisantes. Des commerçants qui subissent des extorsions silencieuses et des dégradations répétées sans que les plaintes déposées ne débouchent sur des résultats tangibles. La municipalité strasbourgeoise, gouvernée depuis 2020 par une maire écologiste, a été critiquée par les forces de l'ordre et une partie de la population pour une approche sécuritaire jugée insuffisamment ferme face à l'ampleur du problème. Ce débat sur les méthodes est légitime, mais il ne doit pas masquer l'essentiel. Des habitants strasbourgeois ordinaires vivent dans un état d'inquiétude permanent qui n'est pas compatible avec la définition d'une ville où il fait bon vivre. Strasbourg mérite mieux que cette contradiction entre son image européenne et la réalité de certains de ses quartiers. En 6e position, une ville de la région parisienne dont la dégradation progressive a fini par atteindre un point de rupture que même ses défenseurs les plus ardents ne peuvent plus nier, et où la combinaison d'insécurité, de mal logement et d'insuffisance des services publics a créé un environnement que ses habitants décrivent comme un épuisement quotidien. Direction Saint-Denis. Saint-Denis revient dans cette liste, non pas par manque d'imagination, mais parce que Saint-Denis mérite d'être analysé sous l'angle plus large de l'invivabilité, au-delà de la seule question de l'insécurité évoquée dans la vidéo précédente. Parce que ce qui rend Saint-Denis invivable en 2026 n'est pas seulement la violence, c'est une accumulation de dégradations dans absolument tous les domaines de la vie quotidienne qui finit par produire un environnement d'une densité d'épreuves que peu de villes françaises égalent. Le logement d'abord, Saint-Denis concentre une proportion exceptionnellement élevée de logements indignes, d'immeubles insalubres, de marchands de sommeil qui exploitent la vulnérabilité de locataires sans ressources et sans papier pour loger des familles entières dans des conditions qui violent toutes les normes sanitaires. Des appartements surpeuplés, des installations électriques vétustes, des problèmes d'humidité et de moisissure chronique, une réalité du mal logement qui coexiste dans la même ville avec des projets de rénovation urbaine ambitieux financés par des fonds publics considérables. La saturation des services publics est une autre dimension de cette invivabilité. Des écoles dont les effectifs dépassent les capacités d'accueil, des services sociaux submergés par des demandes qui excèdent largement leurs moyens d'action, des structures de santé qui fonctionnent en flux tendu permanent. Et par-dessus tout, cette sensation d'être dans une ville que la République administre de loin, avec des outils conçus pour des situations normales appliqués à une situation qui ne l'est pas. Saint-Denis en 2026, c'est la preuve que l'on peut investir des milliards dans un territoire sans résoudre les problèmes fondamentaux si les causes profondes ne sont pas traitées. En 8e position, une ville du sud de la France que son passé glorieux et son patrimoine exceptionnel rendent encore plus douloureuse à analyser honnêtement, et où la dégradation du cadre de vie a atteint un niveau que ses habitants les plus anciens décrivent comme un choc permanent. Cap sur Nîmes. Nîmes devrait être l'une des plus belles villes de France. Ses arènes romaines, sa maison carrée, ses jardins, son architecture qui mêle l'antique et le baroque avec une élégance que peu de villes françaises peuvent égaler. Nîmes a un patrimoine qui justifierait à lui seul une fierté et un soin que la ville ne s'accorde pas toujours. Parce que Nîmes en 2026, c'est aussi une ville où des quartiers entiers sont devenus des territoires de non-droit, où le trafic de drogue s'est installé avec une visibilité et une impunité qui choquent même les habitants habitués à la réalité des villes du Gard. Le contraste est saisissant et brutal, à quelques centaines de mètres des arènes qui attirent chaque été des milliers de touristes, des quartiers où les habitants ordinaires n'osent plus se promener après 18 heures. Des rues où les points de deal sont aussi permanents et visibles que les arrêts de bus. Des immeubles où les trafiquants ont établi leurs règles, leurs horaires, leur ordre. Un ordre qui n'est pas celui de la République, mais qui, dans certaines zones de la ville, s'y est substitué avec une efficacité que les forces de l'ordre peinent à contester. Les chiffres de la délinquance à Nîmes sont éloquents. La ville figure régulièrement dans les classements nationaux les plus préoccupants pour les crimes et délits contre les personnes, les cambriolages et les violences liées au trafic. Le tissu commercial du centre-ville a souffert de cette dégradation sécuritaire. Des commerçants qui ferment, qui déménagent vers des zones commerciales périphériques jugées plus sûres, laissant derrière eux des locaux vides qui accélèrent encore la dégradation de l'image du centre. Et les habitants qui restent, qui n'ont pas d'autre choix ou qui aiment leur ville trop profondément pour la quitter, vivent avec ce sentiment dévastateur d'habiter dans un chef-d'œuvre que personne ne prend soin de protéger.
En quatrième position, la ville française dont la situation est peut-être la plus connue au niveau national, celle dont le nom déclenche immédiatement dans l'esprit de millions de Français des images de violence et de désordre, et dont la réalité en 2026 continue de justifier cette réputation tout en étant infiniment plus complexe que les clichés qui la résument, cap sur Marseille. Marseille revient toujours, dans tous les classements, dans tous les débats, dans toutes les discussions sur l'état des villes françaises. Et cette récurrence n'est pas une injustice ni une caricature. C'est le reflet d'une réalité que la ville elle-même reconnaît dans ses moments de lucidité collective, que ses élus tentent de gérer avec les moyens qui sont les leurs, et que ses habitants vivent au quotidien avec ce mélange d'amour inconditionnel et d'exaspération légitime qui caractérise le rapport des Marseillais à leur ville. Marseille est invivable pour une partie de ses habitants en 2026. Et cette affirmation ne contredit pas le fait que Marseille est aussi une ville extraordinaire. Une ville unique, une ville que ceux qui la connaissent vraiment ne peuvent pas ne pas aimer. Les deux réalités coexistent et prétendre que l'une efface l'autre est une façon de ne pas voir ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est une ville à plusieurs vitesses dont les écarts se creusent au lieu de se réduire. Les quartiers sud, le 8e, le 12e, certaines parties du 13e, sont des quartiers où l'on vit bien, parfois très bien, avec un accès à la mer, à des commerces de qualité, à des établissements scolaires corrects et à un environnement que n'importe quelle grande ville française pourrait envier. Et les quartiers nord, les 13e, 14e, 15e, 16e arrondissements, les grandes cités de la périphérie, sont des territoires où l'accumulation de problèmes a atteint un niveau qui rend le mot invivable, non pas excessif, mais précis. Des immeubles dont la rénovation est promise depuis 20 ans est toujours repoussée. Des espaces publics dégradés, sales, dangereux. Une violence liée au trafic qui a fait de Marseille la ville française avec le taux d'homicide le plus élevé par habitant. Des homicides qui ne touchent pas directement les habitants ordinaires dans leur grande majorité, mais qui entretiennent un climat de violence diffuse et d'impunité visible qui affecte tout le monde. Des déserts médicaux dans des quartiers où la population a des besoins de santé supérieurs à la moyenne. Une desserte en transport en commun insuffisante qui prive des milliers d'habitants des quartiers nord d'un accès réel au reste de la ville. Marseille est aimée, profondément, viscéralement, irrationnellement aimée par ceux qui y vivent, et cette ville qu'ils aiment leur inflige tous les jours des épreuves qu'elle n'aurait pas le droit de leur infliger. En troisième position, une ville de la région parisienne dont la dégradation a été si rapide et si totale qu'elle est devenue en quelques années le symbole d'un type particulier d'effondrement urbain, celui qui se produit quand tous les facteurs négatifs s'additionnent sans que personne n'intervienne à temps. Voici Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois est entré dans la conscience nationale en novembre 2005, quand la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés pour échapper à une patrouille de police, a déclenché les émeutes urbaines les plus importantes que la France ait connues depuis des décennies. 21 ans plus tard, en 2026, Clichy-sous-Bois reste une ville dont la situation illustre l'échec des politiques de la ville à transformer durablement les territoires les plus fragilisés. Pas parce que rien n'a été fait. Des milliards ont été investis dans la rénovation urbaine, des projets ont été lancés, des équipements construits, mais parce que les causes profondes de la situation de Clichy-sous-Bois, l'enclavement géographique, le manque d'emplois accessibles, la concentration de pauvreté, l'insuffisance des transports en commun, n'ont pas été résolues, et que les améliorations apportées ont été régulièrement effacées par des dégradations nouvelles. Clichy-sous-Bois est l'une des communes les plus pauvres de France et l'une des plus enclavées de la région parisienne. Une combinaison qui crée pour ses habitants un quotidien d'une difficulté que les mots peinent à restituer. Se rendre à Paris pour travailler peut prendre plus d'une heure dans des transports en commun saturés. Trouver un médecin généraliste dans la commune relève du parcours du combattant. Les équipements scolaires sont sous tension permanente, et l'insécurité, les violences, les dégradations, les trafics continuent d'empoisonner une vie quotidienne déjà rendue difficile par l'enclavement et la pauvreté. Les habitants de Clichy-sous-Bois ne demandent pas la lune. Ils demandent des transports qui fonctionnent, des médecins qui acceptent leurs patients, des rues où ils peuvent se promener sans avoir peur. Des choses ordinaires que le reste de la France considère comme acquises. En deuxième position, la ville dont le nom est devenu en France l'équivalent d'un diagnostic, le raccourci verbal pour désigner tout ce qui peut se dégrader dans un espace urbain quand l'État et les collectivités renoncent à exercer leurs responsabilités. Direction Sarcelles. Sarcelles, le nom qui a donné naissance à un mot, la sarcellite, pour désigner le mal-être des grands ensembles, l'aliénation des banlieues dortoirs, la dépression de ceux qui vivent dans des tours anonymes, coupés de tout ce qui fait la vie d'une ville. Ce mot a été inventé dans les années 60 pour décrire les effets psychologiques de l'habitat en grand ensemble. Et il est resté collé à cette ville du Val d'Oise comme une étiquette qu'elle n'a jamais réussi à décoller. Parce que Sarcelles, en 2026, n'a pas résolu les problèmes qui avaient inspiré ce mot 60 ans plus tôt.
Elle les a complexifiés, superposés, stratifiés, jusqu'à produire un environnement dont la dégradation touche simultanément toutes les dimensions de la vie quotidienne. Le logement d'abord, des grands ensembles dont les rénovations partielles n'ont jamais réussi à créer l'environnement de qualité promis, des parties communes dégradées, des espaces verts mal entretenus, des équipements collectifs qui tombent en panne et tardent à être réparés. L'insécurité ensuite, Sarcelles affiche des taux de délinquance parmi les plus élevés du Val d'Oise, avec des violences aux personnes, des vols avec violence et des trafics qui ont transformé certains secteurs de la ville en zones où les habitants ordinaires ne s'aventurent plus. Les tensions communautaires, Sarcelles est une ville d'une diversité exceptionnelle, ce qui est une richesse potentielle et une source de tensions réelles quand les conditions de vie se dégradent au point que les différentes communautés se retrouvent en compétition pour des ressources insuffisantes. Les transports, les services de santé, les équipements scolaires, tout est sous tension, tout fonctionne en dessous des besoins, tout produit chez les habitants ce sentiment d'être dans une ville qui ne reçoit jamais sa juste part de l'attention et des ressources publiques. Sarcelles mérite de ne plus être un mot, elle mérite d'être une ville. Et en première position, la ville numéro 1 de cette liste, celle dont la situation est la plus emblématique, la plus documentée, la plus symbolique de tout ce que cette vidéo a voulu nommer, une ville dont le seul nom déclenche en France une réaction immédiate, viscérale, qui dit tout de ce que le pays a collectivement décidé de faire et de ne pas faire pour ses territoires les plus abandonnés. C'est Stains. Stains, 90 000 habitants dans la Seine-Saint-Denis, un département qui concentre à lui seul plus de difficultés sociales, économiques et sécuritaires que beaucoup de régions entières, et dans lequel Stains occupe une place particulière parce que sa situation illustre avec une précision presque clinique ce que signifie concrètement, pour des êtres humains ordinaires, vivre dans une ville que la République a décidé tacitement et progressivement de ne pas vraiment prendre en charge. Stains n'est pas la ville la plus connue de cette liste, elle n'est pas celle qui fait le plus souvent les manchettes des journaux nationaux, ce privilège douteux appartient à ses voisines plus médiatiques de la Seine-Saint-Denis. Mais c'est précisément cette invisibilité qui la rend exemplaire, parce qu'elle illustre le sort de dizaines de communes françaises dont la situation est grave, documentée, connue des élus et des administrations, et pourtant jamais vraiment traitée à la hauteur de ce qu'elle exige. Le logement à Stains est dans un état qui devrait constituer un scandale national. Des copropriétés dégradées dont la réhabilitation est bloquée depuis des années par des procédures interminables et des financements insuffisants. Des logements sociaux dont les gestionnaires peinent à maintenir les équipements dans un état fonctionnel. Des marchands de sommeil qui exploitent la pénurie de logements abordables pour loger des familles dans des conditions sanitaires indignes. L'insécurité y est une réalité permanente et multiforme, pas seulement les violences spectaculaires qui font les journaux, mais la violence ordinaire, quotidienne, diffuse, celle qui s'accumule en petites agressions, en dégradations répétées, en climat de menaces latentes qui épuisent les habitants sur le long terme bien plus sûrement que les incidents isolés. Les services publics y fonctionnent en mode survie, des médecins qui refusent de s'installer, des ambulances qui tardent à intervenir dans certains secteurs, des écoles qui font ce qu'elles peuvent avec des moyens qui ne correspondent pas aux besoins réels d'une population dont les défis sociaux sont bien supérieurs à la moyenne nationale. Et par-dessus tout, ce sentiment, exprimé par des habitants de Stains avec une régularité et une cohérence qui méritent d'être entendus, d'être dans une ville que la France officielle préfère ne pas voir. Pas une ville de la honte, pas une ville dont les habitants n'auraient pas le droit d'être fiers, mais une ville que l'État regarde de loin. Ces 10 villes vous racontent une histoire que la France doit entendre, même si elle préfère ne pas l'entendre, même si les discours officiels sur la renaissance urbaine et les politiques de la ville réussies rendent cette histoire inconfortable. Parce que derrière chaque ville de cette liste, il y a des centaines de milliers d'habitants ordinaires, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'ont pas choisi de vivre dans des conditions difficiles et qui méritent mieux que la résignation collective que la France leur oppose depuis trop longtemps. De Roubaix à Stains, de Clichy-sous-Bois à Marseille, de Sarcelles à Nîmes, 10 villes, 10 histoires de dégradation progressive, et derrière chacune, la même question qui attend une réponse sérieuse. Qu'est-ce qu'une société dit d'elle-même quand elle laisse des villes entières devenir invivables pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir ? La réponse à cette question n'est pas d'ordre politique au sens étroit du terme, elle n'appartient pas à la gauche ou à la droite, elle ne se résout pas par un slogan ou un programme électoral. Elle exige quelque chose de plus rare et de plus difficile, une volonté collective honnête de regarder ce qui se passe, de nommer ce que l'on voit et de décider que c'est assez. Si cette vidéo vous a mis en colère, si elle vous a touché, si elle vous a donné l'envie de dire quelque chose, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous en commentaire dans quelle ville vous vivez et ce que vous en pensez. Votre témoignage compte, et il mérite d'être entendu.